pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info et Québec Science. Des milliers de personnes évacuées à cause des feux en Colombie-Britannique. Un texte de Clémence Tessier, Réseau Presse, paru le 17 août 2026 dans les As de l'info. Tu en as peut-être entendu parler, la Colombie-Britannique fait face à une saison des feux de forêt très difficile. En ce moment, 134 feux y sont actifs et près de la moitié ne sont pas encore maîtrisés. La situation est particulièrement préoccupante dans la région de l'Okanagan, où plusieurs milliers de personnes ont dû quitter leur maison. Je t'explique la situation. Des milliers de personnes évacuées. Le 8 août, le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré l'état d'urgence. C'est parce qu'il y a plus de feux de forêt que d'habitude dans cette province qu'ils sont très intenses et qu'ils sont trop près des endroits où les gens vivent. Plus de 20 000 personnes ont dû quitter leur maison, tandis que 11 000 autres sont en alerte d'évacuation. Cela signifie qu'elles doivent se tenir prêtes à partir rapidement si la situation empire. Les personnes évacuées peuvent être hébergées dans des hôtels ou des refuges ou aller chez des proches. L'un des incendies les plus violents est celui de Bald Range, près de la municipalité de Summerland. Environ 156 km² de forêt ont brûlé. Imagine, c'est une surface plus grande que celle de la ville de Vancouver. Et malheureusement, cet incendie a fait une victime. Une des personnes qui a fui Summerland s'appelle Carl Boucher. Il a dû quitter sa maison avec sa famille, dont ses garçons de 9, 11 et 17 ans. Ma famille et moi avons été évacués dans la nuit du 7 août, quand on a commencé à voir la fumée et les couleurs du feu. On savait que les choses n'iraient pas pour le mieux. Puis, au milieu de la nuit, nous avons reçu le signal qu'on devait partir, a relaté Carl à la radio. Un autre incendie, celui de Quilpitook Creek, a heureusement été maîtrisé. Les autorités vérifient maintenant si les routes, les arbres et les lignes électriques sont sécuritaires avant de permettre aux habitants de rentrer chez eux. Des pompiers québécois à la rescousse. Malgré le nombre élevé de feux actifs, les pompiers gardent le cap. Avec l'aide de renforts venus d'ici et d'ailleurs, ils concentrent leurs efforts dans la vallée du Fraser, où plusieurs incendies importants font rage. Et ils ont de l'aide. Le 13 août, la Société de protection des forêts contre le feu, qu'on appelle aussi SOPFEU, a annoncé que 40 pompiers québécois allaient donner un coup de main à la Colombie-Britannique. Ils ont rejoint les 60 pompiers du Québec déjà sur place depuis le début du mois d'août. Mais les Québécois ne sont pas les seuls à venir en aide à cette province de l'Ouest. Des équipes de l'Alberta, du Yukon et d'autres régions du Canada ont aussi été envoyées sur place. Des pompiers du Mexique, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande participent eux aussi aux efforts. La situation est donc surveillée de très près. Les équipes de pompiers continuent de travailler pour protéger les communautés et limiter la propagation des flammes. Si tu pouvais envoyer un mot d'encouragement aux familles qui ont dû quitter leur maison, que leur dirais-tu? La Dionée attrape-mouche. Carnivore, mais pas folle. Un texte paru le 3 janvier 2021 dans le magazine Québec Science. Tu as probablement déjà vu la Dionée attrape-mouche, cette célèbre plante carnivore, celle dont les feuilles ressemblent à de petits pièges à ours qui se referment sur les pauvres bestioles qui,
attirées par l'odeur du nectar sucré, osent y flâner. Une fois l'insecte ou l'araignée coincé dans la feuille refermée, la plante sécrète des substances digestives qui, pendant plusieurs jours, dégradent lentement l'infortunée proie. Ainsi, la plante subvient à ses besoins en matière azotée dans les marais et tourbières pauvres où elle pousse. Mais, en plus de son alimentation, la dionée a besoin des insectes pour polliniser ses fleurs. Elle ne peut donc se permettre de les manger, du moins pas tous. Mais une étude parue en 2018 a démontré que la plante attrape rarement ses pollinisateurs. Les feuilles, les pièges, de la dionée se retrouvent près du sol, où elle piège principalement des fourmis, des insectes et autres bestioles rampantes. Dans le milieu naturel, les chercheurs ont ouvert des centaines de pièges fermés pour découvrir qu'ils contenaient très peu d'insectes ailés. Les fleurs, elles, poussent au bout d'une tige entre 20 et 30 cm au-dessus du sol. Elles sont surtout visitées par des mouches et des abeilles qui assurent la pollinisation. Cette séparation est vitale pour l'espèce et permet d'assurer la reproduction, insectes ailés, tout en assurant l'apport en nutriments, bestioles marcheuses. Selon les scientifiques qui l'ont étudiée, la dionée pourrait peut-être même dissuader les insectes ailés de descendre au niveau des feuilles par des signaux olfactifs ou visuels que nous ne pouvons percevoir. La dionée attrape-mouche devrait peut-être être rebaptisée dionée attrape-araignée. Toi, comment la renommerais-tu? Après l'incendie, Bicoline, plus populaire que jamais. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 17 août 2026 dans les As de l'Info. En avril, un important incendie a détruit plusieurs bâtiments sur le site du légendaire jeu grandeur nature, Bicoline. La semaine dernière, à peine 3 mois après le feu, le site a été envahi par les orques, les elfes et les magiciens. C'était la grande bataille, l'événement annuel ultime qui réunit des milliers d'amateurs de fantastique. 2 participantes à qui les As ont parlé en avril étaient de retour à Bicoline. Voici leurs impressions. Où se déroule cette histoire? Duché de Bicoline. Grandeur nature? Grande bataille? Une grandeur nature, c'est un jeu de rôle où les participants se costument et jouent des personnages. C'est un mélange d'improvisation, de reconstitution historique et souvent d'univers fantastique. Il peut y avoir du combat avec de fausses armes. La grande bataille, c'est le moment le plus attendu de l'année à Bicoline. C'est le plus grand rassemblement du genre en Amérique du Nord. Pendant 1 semaine, les participants se plongent dans une histoire où il y a des intrigues, de la magie et des batailles. La magie, toujours au rendez-vous. La communauté de Bicoline est à l'épreuve du feu. Ces derniers mois, les organisateurs ont travaillé très fort pour que la grande bataille ait lieu malgré tout. Et ils ont réussi. Même que, pour la première fois de son histoire, la grande bataille affichait complet avant même le début de l'événement. Pendant 9 jours, 5000 personnes, joueurs et spectateurs, ont accédé au site. Les tournois, les spectacles, les marchés et les combats d'épée étaient de retour. Une communauté vraiment incroyable. En avril, au lendemain de l'incendie, ma collègue Camille a interviewé Nancy et Marie, 2 participantes de Bicoline. Leur bâtiment avait été détruit par les flammes. La semaine dernière,
Nancy était de retour sur le site pour participer à la grande bataille en tant que chasseuse de sorcières. L'ambiance est la même, m'a-t-elle dit. L'incendie a été une belle leçon de solidarité entre les joueurs. Une fois le choc passé en avril, les gens se sont retroussés les manches, le terrain a été entièrement nettoyé. Certains joueurs ont perdu des milliers de dollars dans l'incendie. Bâtiments, meubles, équipements et costumes sont partis en fumée. Des participants qui ont été épargnés ont offert leur aide en argent et en temps. Certains ont construit des meubles chez eux pour les donner, m'a expliqué Nancy. D'autres se sont portés volontaires pour apporter des chapiteaux qui ressemblent un peu aux tentes des Romains dans Astérix. Des choix difficiles. Du côté de Marie, la perte de la cabane a eu un impact direct sur l'événement de cette année. Ses filles, Camille, 14 ans, et Rosalie, 10 ans, ont préféré ne pas participer à la grande bataille. Nous sommes très reconnaissants pour les tentes, mais disons que nous ne sommes pas de grands campeurs. Nous étions chanceux avant le feu. On avait une petite cabane à 2 étages que nous partagions avec une autre famille. La tente offre beaucoup moins de confort et ça intéressait moins les filles. Leurs amis ont aussi choisi de ne pas participer cette année. Toi, est-ce que tu as déjà dû changer tes plans de vacances à cause d'un imprévu? Raconte. Les cheveux de glace, du bois mort et un champignon. Un texte paru le 14 décembre 2020 dans le magazine Québec Science. Non, il n'y a pas d'elfe à la chevelure argentée enterré dans le sol de certaines forêts. Les cheveux de glace sont un phénomène rare qui se produit grâce à un champignon. Au détour d'une balade en forêt, peut-être as-tu déjà observé de petits filaments glacés formant comme une chevelure blanche sur des morceaux de bois mort. Si oui, il s'agissait de cheveux de glace, un phénomène rare, observé généralement dans des forêts de feuillus sous des latitudes comprises entre 45 degrés et 55 degrés nord, lorsque la température est légèrement en dessous de 0 degré Celsius. Des biologistes ont découvert qu'un champignon permet à un tel phénomène de se produire. Si les recherches sur les cheveux de glace sont plutôt rares, la première occurrence du phénomène dans la littérature scientifique remonte tout de même à 1918. Alfred Wegener, le géophysicien connu pour sa théorie de la dérive des continents, avait alors émis l'hypothèse qu'un champignon serait en partie responsable de la formation des cheveux de glace. En effet, il avait fait l'expérience de traiter avec un antifongique les morceaux de bois mort sur lesquels des cheveux de glace avaient été observés. Après cela, même en reproduisant les conditions d'humidité et de température, le phénomène ne s'est pas répété. Près d'un siècle plus tard, le champignon responsable a enfin été identifié. En récoltant des échantillons de bois mort sur lesquels des cheveux de glace s'étaient formés, des biologistes ont repéré en tout 11 espèces de champignons. L'un d'entre eux a retenu leur attention. Exidiopsis effusa, présent dans tous les échantillons. Son rôle n'est cependant pas clairement compris, mais les expériences ont montré que sans lui, les cheveux de glace n'apparaissent pas. Ces cheveux de glace offrent un spectacle splendide dans les forêts. Alors, la prochaine fois que tu pars en balade, par un frais matin d'automne par exemple, ouvre l'œil. C'était Les cheveux de glace du bois mort et un champignon, un texte paru le 14 décembre 2020 dans le magazine Québec Science.
Trottinettes électriques. Attention, danger. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 17 août 2026 dans les As de l'Info. Des médecins sonnent l'alarme. Des parents sont inquiets. Le nombre de blessures graves liées aux accidents de trottinettes électriques augmente chaque année. Et beaucoup de victimes sont des jeunes de ton âge, alors qu'il faut pourtant avoir au moins 14 ans pour en conduire une. Peut-on se parler de sécurité? Depuis 3 ans, les trottinettes électriques peuvent circuler dans les rues et les pistes cyclables du Québec. Ça peut être un moyen économique et non polluant de se déplacer. Malheureusement, il y a de plus en plus d'accidents de trottinettes électriques, particulièrement chez les jeunes. Selon les chiffres de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, le nombre de collisions entre des trottinettes électriques et des véhicules a plus que doublé en 1 an. Pour certains enfants, on parle de blessures très graves qui nécessitent des opérations délicates et un long séjour à l'hôpital. Les règles pour circuler en trottinette électrique. Âge, 14 ans et plus. Limite de vitesse, 25 km/h. Casque obligatoire. Une personne seulement peut prendre place sur la trottinette. Écouteurs interdits. Ou piste cyclable et rue où la vitesse permise est de 50 km/h et moins. Trottoir interdit. Pourquoi tant d'accidents? Les règles ne sont malheureusement pas respectées. À commencer par l'âge minimum. À l'hôpital de Montréal pour enfants, plus de la moitié des jeunes blessés avaient moins de 14 ans. La vitesse est aussi une cause importante d'accidents. Même si la limite est 25 km/h, la plupart des trottinettes peuvent rouler beaucoup plus vite. Et as-tu déjà croisé une trottinette qui filait à toute allure sur laquelle se tenaient 2 jeunes, sans casque, le cellulaire à la main? Moi, oui. Plusieurs fois. Ce sont tous des comportements très risqués. En plus de se mettre en danger, les rebelles de la trottinette peuvent aussi blesser les autres usagers de la route, comme les piétons et les cyclistes. L'histoire d'Evan. Le 24 juillet dernier, Evan, 14 ans, filait sur sa trottinette électrique à 45 km/h dans une rue quand il a glissé sur une plaque de métal. Il a fait un vol plané avant d'atterrir dans la rue. Résultat, des bleus et de nombreuses éraflures. Mais il a été très chanceux. Il a accepté de répondre à mes questions. « Comment va ta guérison? »« Bien. Mais j'ai eu de la chance. Je n'ai rien de cassé. Si je n'avais pas porté un casque de moto et des lunettes, j'aurais vraiment eu des blessures graves. » Dirais-tu que tu respectes les règles de sécurité routière en trottinette? Oui et non. Je sais que la limite, c'est 25 km/h, mais je vais plus vite que ça. Mais je fais mes stops, des fois. Je porte toujours mon casque. Crois-tu que c'est un moyen de transport sécuritaire? Oui, mais il faudrait nettoyer et réparer les rues. Et comme il y a de plus en plus de trottinettes, il faut que les automobilistes y pensent et fassent plus attention. Il faut que tout le monde respecte les règles. Des solutions? Des médecins de l'hôpital de Montréal pour enfants ont demandé au gouvernement d'agir pour éviter d'autres accidents comme celui d'Evan et de plusieurs autres jeunes. Selon eux, il faut des règles plus strictes. Par exemple, exiger d'avoir un permis et suivre une formation obligatoire. C'est le cas pour les scooters qui roulent aussi vite que les trottinettes électriques. Les médecins proposent aussi d'augmenter l'âge minimum à 16 ans. En Irlande,
En raison du nombre d'accidents, la trottinette électrique est maintenant interdite aux moins de 18 ans. Ensuite, il faudrait interdire la vente de véhicules qui dépassent la vitesse permise de 25 km/h. Et surtout, il faudrait que les règles soient appliquées et que des contraventions soient données à ceux qui ne les respectent pas. Toi, as-tu des idées pour diminuer les accidents de trottinettes électriques? La plante qui rend les chats fous. Un texte paru le 11 septembre 2020 dans le magazine Québec Science. L'herbe à chat n'est pas une drogue, mais son odeur rend les chats fous. On ignore toutefois pourquoi exactement. C'est immanquable. Chaque fois que tu sors le petit sachet d'herbe séchée, ton chat devient fou. Dès qu'il met le nez dans l'herbe, il se contorsionne, se roule dedans, s'affale par terre, fait n'importe quoi avec ses pattes pour la toucher, ouvre béatement la gueule, ronronne fortement. Puis après quelques minutes, il s'arrête, tout bonnement. Cela peut ressembler aux effets d'une drogue, mais ce n'est pas le cas. L'herbe à chat n'entraîne aucun effet secondaire, aucune dépendance, et le chat n'a pas besoin que la substance entre dans son corps pour déclencher ses comportements. Seule l'odeur est responsable du spectacle. L'herbe à chat, ou catère de son vrai nom, Nepeta cataria, est une plante de la même famille que les plantes aromatiques comme la sauge, la menthe, le basilic. Elle contient de la népétalactone, un composant organique volatile qui, lorsqu'il atteint la muqueuse olfactive du chat, l'intérieur de son museau, déclenche immédiatement des comportements qui peuvent rappeler ceux d'un chat sexuellement excité. Pour cette raison, on a cru que la népétalactone imitait peut-être des phéromones, des substances odoriférantes qui, lorsque senties, déclenchent des comportements particuliers impliqués dans l'attirance sexuelle chez les chats. Mais, comme le phénomène se produit chez les mâles comme chez les femelles, qu'ils ou elles aient été opérés ou pas, on a rejeté cette hypothèse. La vérité, on ignore pourquoi la catère produit cet effet chez les chats. L'hypothèse la plus plausible est qu'il s'agit d'un hasard de la nature, que la népétalactone est une molécule qui stimule un récepteur olfactif du chat par accident. Des études ont montré que 20% à 33% des chats y sont insensibles, donc que ceux qui y réagissent sont génétiquement disposés, que les chats plus jeunes ou plus vieux y sont beaucoup moins sensibles et que l'effet s'estompe et disparaît après une quinzaine de minutes, comme lorsque tu t'habitues à une odeur et que tu ne la sens plus. Les autres félins, comme les tigres, les lions, les pumas, réagissent aussi à la catère, comme tu peux le découvrir dans plusieurs vidéos sur le web. Imagine s'il existait un équivalent chez l'humain. C'était La plante qui rend les chats fous, un texte paru le 11 septembre 2020 dans le magazine Québec Science. Une école de Québec forcée de fermer juste avant la rentrée. Un texte de Camille Lopez, paru le 18 août 2026 dans les As de l'Info. Les 345 élèves de l'école primaire Saint-Fidèle, à Québec, vivront une rentrée scolaire un peu plus compliquée que prévu puisque leur classe déménage à la dernière minute. Les coupables, des fissures découvertes dans la structure de l'école juste avant le retour en classe. Voici ce que l'on sait. Des gros travaux. L'école Saint-Fidèle, c'est une école primaire située dans le quartier Limoilou, dans la ville de Québec. Normalement,
Elle accueille 345 élèves, en plus des profs et des autres employés de l'établissement. Mais à la rentrée, elle souhaitera plutôt la bienvenue à un chantier de construction. Dans les derniers jours, des inspecteurs ont découvert des fissures dans les poutres et les colonnes du bâtiment. Ce sont des problèmes sérieux qui peuvent affecter la sécurité du bâtiment. Alors il faut les réparer avant de pouvoir accueillir les écoliers. Ce que ça veut dire? École fermée. Selon le Centre de services scolaires de la capitale, ces gros travaux de rénovation auront lieu tout au long de l'année scolaire. Une école de rechange. Étudier dans un chantier, c'est plus ou moins agréable. Imagine faire des maths sur fond de marteau-piqueur et dans un nuage de poussière. Et définitivement pas sécuritaire. Alors, la rentrée se déroulera au Centre Saint-Fidèle, un autre bâtiment, situé tout près de l'école. On ne sait pas encore combien de temps les élèves devront y rester. Une cour d'école temporaire sera bientôt construite dans le stationnement du centre. Une école de rechange pour l'école de rechange. Mais le Centre Saint-Fidèle devait déjà accueillir 12 groupes de l'école secondaire Jean de Brébeuf qui n'avaient pas assez de place pour tous ses élèves. Ceux-ci passeront finalement l'année scolaire ailleurs, au Centre de formation professionnelle de Limoilou. Oh! Toute une chaise musicale. Et toi, si tu pouvais déménager ta classe dans n'importe quel endroit au monde, où irais-tu? Une forêt tropicale? Une salle de spectacle? Laisse aller ton imagination. C'était Gilbert. À une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Gilbert, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine.